Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire sur le Groenland, l'Ouest Groenland plus précisément ce soir. Comme d'habitude, on va attendre quelques secondes pour que tout le monde ait le temps de se connecter. Merci en tout cas de votre présence ce soir avec nous encore sur ce nouveau webinaire. Hein. Vous avez pu le constater pour celles et ceux qui ont l'habitude de venir. On en a de plus en plus régulièrement et c'est quelque chose qu'on souhaite continuer pour pouvoir à la fois vous présenter nos destinations et puis aussi vous verrez très bientôt des nouveaux webinaires sur des nouvelles destinations, mais aussi des webconférences avec des thématiques plus larges, vraiment en conférence avec des intervenants, etc. Et ce sera aussi extrêmement intéressant. On a hâte de vous présenter tout ça. Donc, encore une fois, merci à toutes et à tous. Ce soir, on a plusieurs personnes, plusieurs intervenants qui vont vous partager justement ce Groenland. On a ce soir avec nous Sarah Galtier, que vous connaissez peut-être, que vous avez déjà eu au téléphone ou par mail, ou alors rencontré lors de l'un de nos voyages, puisqu'elle accompagne régulièrement nos voyages entre l'Arctique et l'Antarctique, voire même la Namibie ou d'autres destinations. Et ce soir, elle est là pour nous parler aussi de son voyage à bord de l'Ocean Nova à Thulé, donc sur cette côte ouest du Groenland, pour vous partager un petit peu son expérience. Fabrice Jonker aussi, qui est un guide photographe, vidéaste et qui accompagne un certain nombre de voyages grands espaces en Arctique, particulièrement en Spitsberg et au Groenland. Il fréquente ces zones polaires depuis 2014 et surtout, il va être là pour nous partager son expérience puisqu'il a vécu dans une communauté inuite à Umanak, donc sur l'ouest groenlandais, au nord du Hussat, où il s'occupait de chiens de traîneau. Donc, il va pouvoir nous raconter justement cette expérience. Et enfin, bien sûr, Christian Kemp, notre fondateur, que vous connaissez déjà sans doute, qui explore, lui, ces régions polaires depuis plus de 50 ans, qui a fondé Grands Espaces il y a 25 ans, et puis aussi qui a publié nombre de livres sur Groenland, notamment sur les icebergs aussi, et aussi le Maxi Guide du Groenland qui va bientôt sortir, la carte touristique du Groenland. Mais je vous parlerai un petit peu après de ces livres, notamment sur les icebergs, c'est une thématique importante sur cette West Groenland. Quelques mots sur Grands Espaces tout de même, puisque certains d'entre vous ne nous connaissent peut-être pas encore tout à fait. Grands Espaces donc, a été fondé par Christian Kemp, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a 25 ans. Notre philosophie, notre esprit de voyage est assez particulier parce qu'on est tout orienté, tout est vers la nature, vers cette découverte de cette nature avec l'émerveillement pour mieux la comprendre. Et ça, c'est en grande partie aussi par l'expérience et par la vie de Christian Kempf qui a transmis cette passion aussi à ses équipes et qui après nous, aussi bien les équipes de terrain que les équipes de bureau vont transmettre cette passion en vous emmenant dans ces destinations. L'une des philosophies du voyage aussi, de nos voyages, c'est aussi le côté petit groupe, petit bateau, qui nous offre une flexibilité nécessaire pour pouvoir justement profiter de cette nature, la découvrir, profiter des opportunités aussi que cette nature nous offre. Donc voilà, ces grands espaces, c'est avant tout un esprit de voyage en petits groupes avec des guides polaires qui sont là pour vous raconter cette nature qu'on a devant les yeux. Et pour nous, c'est quelque chose c'est une passion chez toutes les équipes. Et c'est pour ça aussi la force quand vous aurez quelqu'un au téléphone dans notre bureau. Vous avez Sarah ici avec nous, qui connaît la destination, qui connaît les bateaux. Et donc ça aussi, c'est une de nos grandes forces. Alors maintenant, avec cette petite introduction sur Grands Espaces, je vais laisser la parole à Christian pour nous parler justement de cette côte ouest du Groenland. Oui, et puis pour parler du Groenland, il faut d'abord le situer dans le contexte de l'Arctique. Évidemment, quand on voit une carte générale de l'Arctique, on se rend compte d'abord que l'Arctique, c'est à 70% de la toundra. La toundra sur laquelle, certes, il y a beaucoup de peuples autochtones, et je pense à la Sibérie en particulier, mais il n'y a pas beaucoup de glace, si ce n'est de la glace de mer. Il y a 3 types de glace, le pergélisol, la glace de mer et la glace de terre. Et le Groenland, quand on regarde le Groenland, c'est une énorme étendue de glace de mer. Très souvent, j'entends parler par des gens qui connaissent peu les régions polaires, du pôle Nord et de sa calotte. Non, au pôle Sud, il y a une calotte, mais au pôle Nord, c'est de la banquise. En revanche, au Groenland, c'est de la glace. En fait,
la particularité du Groenland est d'abord justement une énorme calotte. Hein. Le Groenland, ce sont environ 2650 km du sud au nord et puis 1050 en moyenne, hein, d'est en ouest, environ plus de 2 millions de kilomètres carrés, et dont 80% sont couverts de glace, qui culmine à 3200 mètres d'altitude. C'est une calotte gigantesque, énorme, et c'est véritablement l'empreinte du Groenland. La deuxième empreinte du Groenland est indiscutablement la profondeur, je dirais, à la fois humaine et archéologique de ces civilisations qui, depuis 4500 ans, sont ici au Groenland. Je ne parle pas des Groenlandais de Nuuk, qui ne sont que les descendants, je dirais, mais il y a eu des civilisations groenlandaises absolument passionnantes. Alors, dans ce contexte-là, au Groenland, on a globalement, je dirais, 3 régions. 2 sont accessibles, plus ou moins, c'est l'Est, c'est l'Ouest, l'une est quasiment inaccessible. On peut y aller en expédition. C'est le Nord. Le Nord, c'est un grand désert. Le Nord, je dirais que c'est tellement déserté qu'il n'y a quasiment pas d'ours blanc et quasiment pas de narwal. Voilà. La mer est complètement prise par la glace. C'est un lieu, je parle de la terre de Péry, de la terre de Lambert, de toutes ces terres du Nord qui sont véritablement au Nord-Groenland, hein, et où on ne peut pas aller. Donc, je dirais, on n'en parle pas, on ne peut pas y aller à cause de la banquise. Ils sont pris en permanence par la banquise. En revanche, il y a l'Est et l'Ouest. 2 entités vraiment très, très différentes. Il serait trop long aujourd'hui de parler de la géologie du Groenland, mais sachez que l'Est du Groenland a été soulevé et que de ce fait-là, on a sur l'Est de grandes montagnes. On les a aussi au sud. Ce sont demeurant, après la plus grande calotte de l'Arctique, la deuxième plus grande calotte du monde, qui est le Groenland, on a ici les plus hautes montagnes. Le mont Forel à 3400 mètres d'altitude, le mont Gunborg, pratiquement 3700 mètres d'altitude sur l'Est. L'Est, ce sont des montagnes profondément découpées en vallées glaciaires et qui donnent dans ces vallées, qui offrent dans ces vallées des grands glaciers absolument gigantesques, sauf sur le nord-est où on a des grands glaciers qui viennent directement à la mer et qui donnent des icebergs absolument fabuleux. Contrairement à l'Est, la côte ouest, elle, est moins haute, ce qui fait que ces milliards de tonnes de glace qu'il y a au Groenland ont globalement, sauf encore une fois dans l'extrême nord-est, à couler vers l'ouest, ce qui fait que nous ayons ici, que ce soit à Ilulissat, Uummannaq, Upernavik, en Ben Melville, dans le Fjording, le fjord, avec Tulekanak, ou que ce soit plus au nord avec les glaciers de Humboldt, Petersen, nous avons ici toute une série d'immenses effluents et qui chaque année donnent, ça dépend de ce qu'on appelle un iceberg, ou un gros iceberg, mais bon, environ 30 à 40 000 icebergs. Donc, l'Est, c'est un pays de montagne avec beaucoup d'icebergs. L'Ouest, c'est vraiment un lieu où la glace vient et donne de très nombreux icebergs. Première caractéristique, première différence. Deuxième différence aussi, elle est humaine. L'Est est barré par une ceinture de banquise qui ne permet l'accès pratiquement que 2 mois par an. L'Ouest, en revanche, est léché par un bras du courant du Golfe qui remonte un petit peu et qui fait une grande différence entre ce que les Groenlandais ou d'autres appellent le Groenland du Sud et le Groenland du Nord, je dirais le Groenland des moutons, comme on dit, et le Groenland des chiens, parce que quand il y a des chiens de traîneau, il y a des chiens qui se promènent, et puis quand il y a un mouton qui se promène, ils ne sont pas toujours très copains tous les deux. Et donc, dans la région de Sisimiut à peu près, on a au sud le Groenland, le pays vert, le Groenland, hein, vers lequel nous n'allons pas cette année. Hein. Nous avons eu l'habitude d'y aller, nous y étions, pardon, cette année, nous n'irons pas l'an prochain, nous y retournerons en 2025, hein, et qui est le Groenland, oui, où il y a 18 000 moutons, il y a 500 vaches, il y a des cerfs, il y a, voilà, des cerfs, j'entends des cerfs avec des plantes, hein, pas des cerfs avec, voilà, avec des bois. Et au nord, c'est là que nous allons l'an prochain. Et le nord lui-même, on peut le subdiviser en 3 grands points. D'abord, la région d'Ilulissat. Ilulissat, indiscutablement, la capitale, la ville des glaces, c'est son nom, la capitale des icebergs. Ensuite, ce qu'on pourrait appeler l'allée des icebergs. Et on a, au gré des photos qui vont suivre, quelques illustrations. Et enfin, Tulekanak et l'extrême nord. Ici, vous voyez, c'est
villes avec derrière, ce ne sont pas des montagnes, ce sont des montagnes de glace. Et au gré des photos maintenant qui vont défiler, j'aurai avec plaisir maintenant le plaisir de commenter ces quelques images qui maintenant vont défiler. Les villages sont toujours côtiers. L'intérieur des terres du Groenland, encore une fois, c'est une calotte de 3200 mètres de hauteur. Et on continue toujours ces photographies pour montrer. Alors, le Groenland est excellent en handball, pas très moyen en football quand même, hein, moins bon que les Féroé, mais pour avoir un terrain de football au Groenland, un des sports nationaux, évidemment, il faut un terrain en gazon synthétique, mais je suis sûr que tout le monde regarde ce terrain, mais c'est les icebergs qu'il faut voir derrière. Le Groenland, où qu'on soit, regardez ces villes, que ce soit Pernavik ou Manak, ou plus petit qu'Ulursuaq ou d'autres, c'est toujours un défilé d'icebergs géants, et c'est ça qu'il y a de formidable. Alors, avec des traditions qui sont encore bien ancrées. Ici, vous avez le tambour ou le tambourin, mais je pense que Fabrice nous parlera de ces traditions. Et on continue toujours pour en permanence ici dans cette région dans ces régions du Nord, ces icebergs. Tous ces icebergs proviennent de la calotte qui, et je vous en parlerai tout à l'heure, avance tout lentement. Parlons-en un petit peu de cette calotte maintenant. Vous avez, par un phénomène météorologique simple qu'on trouve dans le monde entier, nous perdons environ 1 degré tous les 700, enfin 1 degré tous les 100 mètres, on va dire, d'altitude, pour parler un peu simplement. Ce qui fait qu'à 3200 mètres d'altitude, on a 32 degrés de moins que le niveau de la mer. Et nous sommes là à environ, nous sommes à Summit Station, une base américaine. Il y a aussi une base de l'Europe, dans le nord. Enfin, bref, il y a 2-3 bases sur la calotte et qui sont globalement à 3000-3200 mètres d'altitude. Et là, vous voyez, le relief est plat, il neige. Hélas, il y a 2 ans, il y a eu la première pluie au sommet de la calotte, ce qui montre l'importance du réchauffement du climat. La calotte, vue de près, à quoi ressemble-t-elle? On va le voir dans la photo suivante. Voilà, il y a de la glace, il y a de la neige, avec de temps en temps, au loin, derrière, vous voyez, ce qu'on appelle des nunataks. Le mont Forel dont j'ai parlé, le mont Gunborn, ce sont ces montagnes qui dépassent ce qu'on appelle des nunataks. Quand on va plus vers le bord de côte, et on verra avec la photo suivante, on voit toujours cette grande calotte, mais on commence à voir ces fjords extrêmement découpés. Là, on est sur la côte est, mais sur la côte ouest aussi. Regardez cette calotte qui coule. Nous autres Français, quand on parle de glace, la glace, c'est dur, c'est des gros morceaux de glace durs que l'on met dans son whisky, dans son pastis, que sais-je, ou ailleurs. Mais la glace, en américain, en anglais, on l'appelle le ice river, la rivière de glace, le ice flow. Et regardez comme la glace coule. D'une part, parce que le frottement entre le sol et la glace produit une région où la glace coule plus facilement, et d'autre part, à cause de la structure même de la glace, cette glace coule. Ces glaces aussi font. Chaque été, la calotte glaciaire fond. C'est en 2012 d'abord qu'elle a pratiquement fondu sur toute sa superficie, mais maintenant, tous les ans, elle fond. Et cela crée d'un côté ces lagons bleus que l'on voit sur cette photo en bas à droite, mais également ces véritables rivières de glace et qui font le bonheur, on va le voir sur la photo suivante, de quelques amateurs de sensations fortes qui font du kayak. Ici, on est véritablement au nord du Groenland. C'est pas du tourisme au sens pur, ce sont des expéditions qui vont sur ces rivières extraordinaires de glace en kayak ici dans la région du glacier de Humboldt ou de Petermann dans le nord-ouest. Alors donc, cette glace tout lentement, continue à s'accumuler. Ensuite, elle coule entre les nunataks, entre les massifs de montagnes pour arriver tout lentement au niveau de la mer. Et c'est là que l'on arrive maintenant à voir ce qui nous intéresse, ce sont les fronts de glace et les icebergs. Ici, on est au nord-est du Groenland, ici, avec le glacier pattes d'éléphant, comme vous pouvez le voir. Ce sont ce qu'on appelle dans le jargon de glaciologue des glaciers de piémont, c'est-à-dire des glaciers qui n'arrivent pas en mer. Ici, c'est un lac, auparavant, c'était une vallée. Et sinon, les glaciers arrivent en mer. Les glaciers peuvent arriver soit en énormes fronts de glace, si les montagnes sont très évasées, et dans ce cas-là, la calotte produira des grands icebergs tabulaires. Certains fronts de glace au Groenland, le plus grand front de glace de l'hémisphère nord, c'est au Spitzberg, 160 km. Mais le glacier de Humboldt,
au Groenland, au nord-ouest, à 110 km de longueur. Dans le nord-est, on a le Fladeisblink, là aussi, 90 km de longueur. Donc, si vous parlez de grands fronts de glace, il y a de quoi parler, 90, 110 km de longueur. Et puis ensuite, en revanche, si cette glace est enserrée dans de la montagne, cela donne des icebergs. Et on continue donc en images pour nous donner et pour montrer ces icebergs absolument géants. C'est ce qu'on a le long de ce qu'on appelle cette allée des icebergs qui commence à Ilulissat et qui termine, allez, j'ai presque envie de dire, je ne sais pas où, parce que cela dépend des années. Parfois, on peut monter très au nord vers le détroit de Kennedy, mais en général dans la région de Humboldt. Et donc, des Inuits, je dirais des villages, des communautés Inuits, avec la trace de toutes les civilisations, premièrement. Deuxièmement, ces glaces, vous les verrez partout. Ici, vous avez un exemple d'un glacier qui vient de la calotte, avec la calotte encore au sommet, et cette glace qui se déverse. Et ça, on l'a le long de toute la côte ouest. C'est un spectacle extraordinaire. On va le voir maintenant avec les autres photos qui m'ont défilé et qui donnent alors ces grands champs d'icebergs. L'une des caractéristiques, vous savez, quand on va à Ilulissat, de temps en temps, le bateau doit rester. Alors parfois, quand on va bien, le bateau se met à quai, mais parfois le bateau doit rester au large parce qu'il y a un gros iceberg qui bloque le fjord. Quand on est à Oumanak ou à Parnavik, on voit ces icebergs. Mais ensuite, on prend les Zodiacs et on va plus proche de la calotte et on n'a non pas un iceberg qui se promène, mais on a des champs d'icebergs de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Et je vous dis, ces icebergs ici sont vêlés par les glaciers. Cela donne ces grands morceaux de glace que vous voyez, mais de temps en temps, ici nous sommes avec le glacier de Dogartjensen, quand il y a de temps en temps des énormes glaciers qui viennent à la mer, ce sont carrément des morceaux de glace qui vont en mer et cela forme ce qu'on voit ici, des icebergs tabulaires, qui peuvent être plats ou qui peuvent être, comme on dit dans le jargon, hérissés, c'est-à-dire avec des séracs, avec des crevasses. Et on va voir ça également sur les photos suivantes. Ces icebergs, car ces icebergs ensuite dérivent et donnent ces images de glace qui sont les nôtres, qu'on peut voir depuis l'air ou depuis la terre, et on va le voir sur les images suivantes. Je vais juste partager le petit film de vélage. Ah, avec plaisir, parce qu'avant, évidemment, oui, regardez le vélage très impressionnant de ce glacier dans la région de Tassila Kamasalik. Vous avez ici un front de glace absolument gigantesque. Ce n'est pas un petit glaçon qui tombe au Spitzberg, hein, pas du tout. Les forces ici sont absolument colossales. Alors paradoxalement, comme vous le voyez, l'inertie est telle, la masse est telle que le mouvement est lent. C'est pas tout d'un coup un morceau qui tombe à toute allure dans l'eau qui fait un gros éclat et tout le monde s'écrie « Oh !» Non, c'est un mouvement extrêmement long mais d'une puissance absolue et qui est évidemment particulièrement dangereux. C'est pour ça qu'on reste loin de ces grands fronts de glace, car comme les tremblements de terre, je dirais, les glaciers ne préviennent pas. Il y a quelques signes annonciateurs quand on connaît bien les glaciers, nos guides le savent, quand il commence à y avoir des chutes de glace, il faut faire attention, il faut s'éloigner, mais bon, regardez ce spectacle terriblement impressionnant de ces énormes glaciers. Il faut savoir que sur la côte nord-ouest, le glacier Petermann a donné à 2 reprises des icebergs qui avaient l'un 110, l'autre 216 km de longueur. Je l'ai vu, ces icebergs, mais moi je les ai vus au Canada. Ils se sont promenés ensuite au Canada. Regardez ces icebergs gigantesques qui sont donnés. C'est le spectacle que l'on a sur cette côte ouest avec, et merci pour ces villages. Et vous voyez ensuite ces icebergs tabulaires. C'est un chaos de glace. Alors, moi, je trouve ça extrêmement beau, mais en même temps, je trouve ça carrément affolant, parce que c'est l'image même du réchauffement du climat. Et sur cette image, ce réchauffement du climat se voit de manière double. Nous sommes ici près du Nevis, Northeast Greenland Ice Stream. Vous avez d'abord des grandes mares de glace. Ces mares, ces lagons extraordinaires, magnifiques, c'est très beau. Mais d'un autre côté, vous avez carrément des morceaux de banquise qui vont à la mer et qui donnent ces grands icebergs tabulaires. Alors ces icebergs tabulaires ensuite vont partir au large. Ils vont partir, que ce soit sur la côte nord-est ou que ce soit sur la côte nord-ouest, et ils vont partir pendant plusieurs années.
et on va le voir sur les photos suivantes, s'échouer en grand champ. Vous voyez, ici on est dans l'un des fjords et ces icebergs tabulaires partent. Un iceberg, un gros iceberg, qu'il soit tabulaire ou qu'il soit pyramidal, en oblique, en tour, ou qu'il contienne un lac, on a 95 mots pour parler d'iceberg. Hein. Un tel iceberg arrivera à durer 3, 4, 5 ans maximum, car la glace, c'est à moins 16 degrés, mais l'eau, elle est à 0 degré. Et donc, ils fond par le dessous, et tout lentement, ces cathédrales de glace vont partir. Et c'est bien pour ça que j'ai intitulé mon premier livre Cathédrale de cristal. Hein. C'est du cristal. Cathédrales en péril, devrions-nous dire aujourd'hui. Ici, vous voyez les zodiaques, vous voyez les gens en bord de côte. Et regardez la taille de ces paysages. Et puis, on peut aller sur la photo suivante, parce que quand on parle, je vous ai dit qu'il y avait le permafrost dans le sol, que je vous ai dit qu'il y avait la glace de mer. Ça, c'est pas de la banquise. Ça, c'est le front de glace qui a vélé derrière et qui a donné les 3 types de glace. D'abord, ce qu'on appelle d'un terme américain le brush, c'est-à-dire ces millions de petits morceaux de glace qui s'agglutinent les uns les autres, parce que quand un gros morceau de glace tombe, cela donne avant tout beaucoup d'éclat. Comme quand vous abattez un mur, il y a beaucoup de gravats. Voilà. Mais ensuite, il y en a quelques plus gros. Et on les appelle des bourguignons. Pourquoi ce nom un peu curieux? Parce que du temps des baleiniers au XVIIe siècle, les baleiniers avaient des tonneaux bien plus petits. Et les gros tonneaux, ils appelaient ça des bourguignons, les grosses pièces, la taille d'une pièce de 228 litres de vin de Bourgogne. C'est pour ça qu'ils appelaient ça des bourguignons. Alors, habitant en Bourgogne maintenant, je suis alsacien d'origine, mais je suis toujours heureux de retrouver des bourguignons givrés dans ces régions. Puis derrière, vous voyez quelques grands icebergs. Donc, les 3 types de glace, globalement, les icebergs, les grands icebergs tabulaires qu'on ne voit pas ici, les bourguignons et le brush que l'on voit. Ici, typiquement, quelques bourguignons échoués. Alors, un petit clin d'œil, je sais que certains d'entre vous ont reconnu le Spitzberg. Et ce n'est pas au Groenland, la photo ici est prise au Spitzberg. Mais on va vite maintenant retourner au Groenland pour voir de nouveau ces champs, avec ici un voilier, un petit 3-mâts. Entre ces icebergs, et les photos suivantes montreront la taille des icebergs, qu'ils soient en arche, avec ici, alors l'Ocean Nova n'est pas en dessous. Quand il y a un iceberg en arche, on a beaucoup de respect nous autres, et on reste en général... Même la photo ici, elle est prise avec un téléobjectif. Hein. Nous restons loin car ce sont des icebergs dangereux, mais ô combien beaux. On y passe beaucoup de temps, mais toujours à distance. Et ces arches ou ces donjons ici, c'est une photo que j'ai mise ici, mais on l'a pas faite. Hein. C'est un voilier qui est un peu trop près. Mais regardez la taille. Le record du monde des icebergs de hauteur, c'est 167 mètres. Avoir des icebergs qui ont 30, 40, 70, 100 mètres de hauteur, c'est chose régulière. On passe vite cette photo parce que le skipper du voilier n'est pas très prudent. Ici, il est un peu plus prudent, mais regardez la hauteur de l'iceberg et regardez surtout l'importance de la masse de glace. Vous le savez toutes et tous, j'en suis sûr, les 9/10 de la glace se trouvent dans l'eau. Et cela donne des images, c'est vrai, absolument magnifiques. Là, vous voyez de nouveau le voilier au loin, vous voyez ces cathédrales. Et vous comprenez avec la masse de glace, avec les 9/10 de glace qu'il y a dans l'eau, mais que ma foi, c'est dans l'eau que tout ça se passe. L'eau, elle s'infiltre dans les fissures, elle fait craquer l'iceberg se retourne, ou alors tout simplement, elle le fait fondre. L'iceberg se retourne dans son long chemin, parce qu'il part de la côte est, il part de la côte ouest. Les icebergs de la côte ouest vont d'abord dans toute la mer de Baffin, ensuite ils vont le long de la terre de Baffin jusqu'à Terre-Neuve, et puis c'est là malheureusement que le Titanic a heurté un iceberg. Hein. Ce sont de vrais champs d'iceberg. Alors à l'automne, hein, et le voyage se passe beaucoup à l'automne, tout simplement parce que durant l'été, il y a beaucoup de banquise. Et donc l'automne, en général, le mois de septembre, c'est le moment où il y a le moins de banquise. Et c'est le moment aussi où il y a les plus belles couleurs. Les aurores boréales, évidemment, mais aussi ici, là on est dans le fjord d'Inglefield. C'est une photo de Jens Jensen, qui est un habitant de Kanak, et qui nous a envoyé cette photo en disant « Regardez chez moi comme c'est beau ». On lui a rendu oui, on sait. On va passer à la photo suivante, et on va arriver cette fois-ci dans un lieu que j'adore pour ma part, c'est l'Ulyssat. Ça, c'est une photo qui est très connue. Elle nous a été prêtée par Visit Groenland et par Matsfield, et qui montre ces énormes icebergs qui sortent du fjord Kangya. Ilulissat est juste derrière, on la voit pas bien, mais Ilulissat est la capitale des icebergs, c'est la capitale des glaces. C'est pour ça que nous avons toute une série de voyages sur le Nanook l'an prochain qui vont
d'Ilulissat à Oumanak, en passant par le glacier Eki, que voilà. Le glacier Eki qui a été le lieu, le camp de base des expéditions polaires françaises. Et nous avons des voyages de 8 jours qui donc sont plus abordables que les voyages plus longs et qui montrent cet univers absolument passionnant de la glace qui arrive en bord de mer. Et puis, l'Ilulissat, pour nous, vous savez, c'est durant le jour polaire, mais là, on est durant ce qu'on pourrait appeler, façon de parler, la nuit polaire. Durant la nuit, il y a aussi une petite pénombre, hein, bon, mais il y a aussi quelques heures de jour. Et de 10 heures du matin à 14 heures, il y a du jour. Vous voyez, à côté de l'étoile à gauche, un grand iceberg, et nous sommes ici, dans l'hôtel qui surplombe la baie d'Ilulissat et qui est l'hôtel Ilulissat. Et nous passons notre réveillon. Et je termine simplement cette présentation avec les feux d'artifice. On voit mal l'iceberg géant qui est au fond à droite. On voit surtout les feux d'artifice. Mais si vous avez envie de voir des icebergs dans la pénombre avec des feux d'artifice en avant-plan et puis un bon repas, venez nous rejoindre à Ilulissat l'hiver prochain. Merci beaucoup, Christian. J'en profite. J'ai oublié de préciser une petite chose au début de la présentation. Bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Beaucoup d'entre vous l'ont fait. Et puis ensuite, une information aussi importante, c'est que quand cet événement sera terminé, vous pouvez accéder au replay aussi que vous recevrez par email. On a reçu quelques petites questions que je vais du coup faire remonter. Est-ce que le sud et la capitale sont des régions intéressantes à visiter? Alors, indiscutablement oui, mais si nous devions visiter 2 régions, ce serait la région 3, Ilulissat, Qaanaaq et l'Est. Le sud est intéressant parce que c'est quand même la capitale. Bon. Et il y a au moins 3 choses. Premièrement, c'est là que les Européens se sont installés, les Vikings. Ensuite, c'est là que on l'a Ilulissat, hein, mais ensuite, vu que grâce au Gulf Stream, la mer est dégagée, c'est là que les civilisations non pas indépendance à et d'eux, mais ensuite Sakak, Dorset, Tulé se sont superposés. C'est là qu'il y a la plus grande superposition, le milieu archéologique, je dirais, de civilisation le plus riche. Quoi. Et puis enfin, c'est l'endroit actif. Si on s'intéresse au pays, oui. Alors en revanche, c'est vrai que il y a des endroits où il y a des beaux spectacles de glace, mais les spectacles de glace qui sont les plus impressionnants, c'est indiscutablement au nord-ouest. Merci Christian pour cette réponse. Est-ce que aussi on peut visiter, alors qu'on a vu que certaines photos qu'on a présentées tout à l'heure avaient été prises plutôt au mois d'août, est-ce qu'on peut aussi visiter cette région du nord-ouest Groenland au mois de mai, ou plutôt à partir de quand on peut aller sur cet ouest groenlandais? Alors, 2 choses. D'une part, on peut y aller strictement n'importe quand. L'an dernier, on a eu droit à un article en première page, à la une, au Nouvel An, parce que nous étions le premier groupe de touristes à venir au Nouvel An. Hein. Et là, on va être pour la 2e fois. Et je vous assure que ça a été un voyage extraordinaire. Et ça sera de nouveau. Donc, on peut y aller en plein hiver. Le printemps est très beau. Indiscutablement, le mois de juin est très beau. Bon, notre bateau, le Nanook, qui est dès le mois d'avril. Hein. En avril, ce sont les skieurs qui viennent. Ensuite, des plongeurs. Ensuite, à partir du mois de juin, c'est extraordinaire. Et ensuite, on remonte au fur et à mesure. En revanche, la région de Qaanaaq, Tulé, n'est accessible qu'à partir de début juillet ou mi-juillet. Hein. Et ensuite, à partir de fin septembre, la glace se reforme. Donc, il y a quand même, en termes de navigation, quelque chose de précis. Sinon, en revanche, c'est à titre personnel. Quelqu'un veut y aller, aucun souci. Il y a des avions tous les jours de la semaine, sauf le week-end ou le dimanche, depuis Copenhague, qui relie Kangerlussuaq. Depuis Kangerlussuaq, on prend un autre avion. Attention, tout ça, c'est cher. Hein. C'est pour ça que, paradoxalement, quand on est en croisière, c'est relativement moins cher par rapport à tous les déplacements. Les autres. Si vous voulez, le Groenland, c'est l'endroit qui est isolé, donc tout est cher, hein, évidemment. Mais néanmoins, on peut y aller toute l'année. Oui, on peut y aller. Merci. Et une dernière question sur les icebergs. Comment se forment les arches? Alors, l'arche vient en général du glacier même. C'est-à-dire que je vous ai montré ces fleuves, et ces fleuves déjà forment un creux en U. Ensuite, le cas échéant, se perdent dans une crevasse, dans ce qu'on appelle en termes techniques un moulin. Ces moulins, parfois, sont gigantesques et creusent, alors pas parfois sur 1 mètre, évidemment, mais parfois sur 100 mètres, des galeries énormes. Et ensuite, quand tout ça, ça avance,
et quand le glacier vèle un iceberg, ben cela laisse un trou et donc une arche. Merci beaucoup, Christian, pour ces réponses. Maintenant, on va laisser la parole à Fabrice, alors qu'il y avait quelques problèmes de connexion tout à l'heure parce qu'il y avait un orage qui passait au-dessus de sa maison. Est-ce que Fabrice, tu nous entends? Fabrice. Alors, je sais qu'il avait des problèmes de connexion tout à l'heure. Est-ce que Fabrice nous entend? Je crois qu'on a perdu sa connexion. Eh bien, c'est pas grave. En attendant, on va laisser la parole à Sarah, du coup. Alors, si Fabrice revient, du coup, il pourra faire son intervention sur les chiens de traîneau et sur son vécu dans ces régions. Mais en attendant, on va laisser la parole à Sarah, du coup, qui va revenir sur son voyage, puisqu'elle était sur cette côte ouest du Groenland, entre Ilulissat et Thulé, à bord de l'Ocean Nova, donc cet été 2023, en août 2023. Toute petite seconde. Et voilà. Je t'en prie, Sarah. Vous m'entendez? Très bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Très bien, on t'entend ça. Oui. Bonsoir à tous. Donc, merci de nous suivre déjà dans un premier temps. Alors, je vais vous partager quelques souvenirs et photos de voyage. Donc, je suis partie sur Thulé, au-delà de Thulé, du 11 au 28 août. Et donc, déjà, je m'estime très chanceuse parce que je sais que beaucoup de mes collègues avaient envie de faire ce voyage. Alors, donc pour commencer ce voyage-là, si je dois vraiment parler de thèmes les plus présents, donc déjà, c'est vraiment l'allée des icebergs. On a des cathédrales de glace qui constellent tous les paysages autour de nous. Et alors, quelques photos pour parler davantage à vos yeux. Là, donc, c'est le premier lever de soleil que l'on ait eu. Donc, le soleil ne s'était pas couché, mais on peut parler quand même de lueur du lever de soleil près de l'île d'Ellesmer. Donc, cette photo-là, elle me parle vraiment beaucoup. J'étais levée assez tôt le matin pour observer les paysages. Et donc, on est directement immergé dans les paysages du Groenland. Ensuite, une autre très jolie photo, en tout cas, qui me parle beaucoup. Donc, ce voyage-là était déjà unique, magnifique. Et je n'en mesure pas encore la chance d'avoir pu y participer. Là, on était près d'Anoritok. Donc, en plus, on avait la chance d'avoir Christiane Drieux qui était à bord avec nous pour nous parler de la vie inuite et de contes et légendes. En l'occurrence, on avait fait un débarquement sur ce premier site, pareil avec un magnifique lever de soleil, des lueurs superbes. Et elle nous avait raconté la légende de la pierre d'Anoritok que je vous laisserai découvrir lorsque vous partirez avec nous. Donc, on est parti à la recherche de cette pierre, très évocatrice pour les Groenlandais. La vue que nous avions après cette courte marche pour observer le lever de soleil, en plus, on a l'occasion et la possibilité sur l'Ocean Nova, via nos voyages d'expédition, de proposer plusieurs groupes de marche. Donc, en fonction de vos envies et aussi de ce qui est proposé, car la nature est reine dans tous les voyages que l'on propose. Ça reste des expéditions. Donc là, un champ d'iceberg, un dédale d'iceberg qui constellait la surface de l'eau. C'était vraiment magnifique d'avoir cette vue-là surplombant sur la baie. Je continue avec, évidemment, donc, le Groenland et le large de Thulé. Ce sont des glaces. Et là, on peut voir une mouette tridactyle au premier plan. Je l'aime beaucoup, celle-ci. Elle me rappelle vraiment un moment incroyable. On était partis en expédition Zodiac, donc de plusieurs groupes, encore une fois, avec observation d'icebergs magnifiques, plus grands les uns que les autres. J'ai déjà eu la chance d'accompagner plusieurs voyages au Spitzberg, mais je n'ai jamais vu d'iceberg aussi imposant, majestueux que ceux que j'ai vus sur ce voyage. Donc, un autre magnifique moment, encore de la glace évidemment, mais on ne s'en lasse pas. Un iceberg avec des formes très géométriques et juste de la brume qui vient auréoler ce magnifique colosse de glace et son reflet. Un autre magnifique moment. Donc là, je vais vous mettre beaucoup de photos de glace parce que voilà, ce qui est vraiment maître au Groenland, c'est la glace. Et on le voit bien lors de nos traversées. Un paysage aussi monochrome de glace.
Un autre magnifique moment, donc là, on était en pleine navigation avec un capitaine excellent qui nous a fait vivre des moments incroyables. Donc là, on avait vraiment un dédale d'iceberg, encore une fois, avec un magnifique ciel bleu. Beaucoup de chance sur ce voyage-là, car on a eu une météo exemplaire. Des formes géométriques d'iceberg, encore une fois. Donc, je vous laisse admirer. Pour ce paysage-là, on était dans la baie de Melville, donc on avait fait un débarquement à cet endroit, une petite marche où on avait pu constater toutes les différentes variétés de roches des paysages, et en surplombant cette baie, encore un dédale d'iceberg avec des reflets magnifiques. On a l'impression d'avoir deux mondes en face de nous, celui à la surface et celui à fleur d'eau. Un autre paysage d'iceberg, donc c'était une ambiance assez fantomatique lorsqu'on a fait cette observation-là du bateau de l'Ocean Nova. Un fulmar, donc du vieux norrois ful qui veut dire puant, et mar mouette, donc la mouette étymologiquement puante, mais magnifique oiseau qu'on a eu la chance de voir accompagner le bateau lors des différentes traversées. Évidemment, on voit beaucoup d'oiseaux au Groenland. Des fulmars, des mouettes tridactyles, des goélands bourgmestres. Je ne les ai pas tous en photo, mais voilà, on n'est pas en reste sur tout ce qui est observation ornithologique. Des mergules de la famille des alcidés, donc c'est le plus petit oiseau que l'on peut trouver. Vous avez déjà dû, je pense, en rencontrer au Spitzberg, mais également au Groenland. Et là, bon, alors le Groenland, il faut savoir aussi que les animaux, ils sont encore chassés par les Inuits. Donc toute observation est une chance. Et celle-ci était voilà, une des plus belles que j'ai faites, même si au Spitzberg, on voit évidemment des ours. Et ils sont très beaux, mais ces rencontres-là, au cours du voyage de Thulé, étaient assez uniques. Donc on a eu la chance d'avoir un ours qui était juste à côté d'un trou, d'un aglou en fait. Donc ça, les trous de respiration des phoques. On n'a pas pu voir l'ours chasser de phoques, mais juste se balader à côté de son trou. Bon, on n'était pas dérangé évidemment par notre présence, on était loin de lui, mais ça n'a quand même pas empêché une magnifique observation avec les icebergs au loin qui donnent vraiment une échelle à côté de l'ours, la plaque de banquise. On le voit d'un peu plus près avec son reflet, et on a eu le droit à des scènes assez incroyables où l'ours nous humait. Je pense que voilà, comme on était un petit, bon évidemment une distraction dans son paysage. Ensuite, une autre observation qu'on a faite d'ours, encore une fois, hein, je le précise, mais on a eu beaucoup de chance de faire ces observations. Là, on était proche du Cap York pour cette observation d'ours. Une sortie en zodiaque, l'ours n'était pas loin, donc ça nous a permis de faire une belle observation, toujours en sécurité, et de magnifiques clichés. Là, c'est donc une photo que j'ai prise à Cranach. Alors, on voit ces chiens du Groenland qu'on peut voir tout au long du voyage au niveau, sur la côte d'Ilulissat, à Cranach, à Uummannaq également, dans différentes situations, soit parce que leurs maîtres viennent les nourrir avec des phoques qu'ils viennent de chasser. Encore une fois, la chasse est omniprésente au Groenland. Et bon, voilà, on a l'occasion de les caresser. Ce sont des rencontres assez uniques. Les maisons de Cranach également, une petite barque au premier plan. Et au Groenland, donc chaque couleur a une signification anciennement. Donc par exemple, je crois que les maisons administratives, c'était les vertes. Et bon, il n'y a plus vraiment, comment je pourrais dire, de logique à ces couleurs-là. Maintenant, ça reste esthétique, mais il fut un temps où il y avait vraiment des significations. Chaque couleur avait sa signification et donc son rôle. Des maisons à Savissivik, les couleurs encore présentes pour chaque habitation, avec la côte juste derrière. Et alors là, on arrive à Uummannaq, qui signifie en forme de cœur. Donc c'est déjà très poétique, je trouve, dans son appellation. On a pu débarquer à terre et faire plusieurs groupes de randonnée. Donc ça, c'était une des plus belles vues que j'ai eues. En tout cas, c'est voilà, très personnel. Mais beaucoup de poésie dans tout ce que l'on a pu voir au Groenland, à Uummannaq. C'est, je pense, là où vous avez vu au tout début de
du webinaire de la conférence le stade de foot. Donc en fait, là, on était bien au-dessus du stade de foot après une marche de 2 heures, 2 heures et demie, avec les reflets de nuages dans l'eau. La montagne en forme de cœur, donc pour cela que Oumanak s'appelle en forme de cœur, avec un cimetière au premier plan très fleuri. Beaucoup de verdure au Groenland, d'où le nom Greenland. Encore une fois, une photo lors de cette excursion à Oumanak. Toujours un côté très, très fantastique, je trouve, et poétique entre eau et ciel, avec des icebergs au loin, les montagnes. Et pour finir, donc les plus beaux couchers de soleil que j'ai eus au large. Donc là, on était sur le retour. Un côté très confidentiel, magnifique, des couleurs pastel. Enfin, voilà, moi, j'ai été émerveillée par ce voyage. J'en viens tout fraîchement et je suis encore portée et un petit peu là-bas. Voilà, des couchers de soleil avec les icebergs en fond de toile. Et je crois que c'est... Non, ce n'est peut-être pas la dernière photo de coucher de soleil. Je voulais admirer celle-ci avant de finir par, au tout début donc, de notre voyage, une observation de baleine à Ilulissat. Vous avez vu quelques photos auparavant, qui signifie iceberg. Et là, on a eu la chance de voir une maman, donc un mégaptère, une maman avec... son petit qui venait sonder proche du bateau. Et ça va être un spectacle, c'est un ballet magnifique qui a duré, je pense, entre une demi-heure, 1 heure. C'est difficile de quantifier tant voilà, on était vraiment suspendus et dans un monde parallèle face à ces observations. Donc le Groenland, en tout cas pour ce que moi j'en ai vu, c'est vraiment une palette de couleurs, de textures, des ciels d'or, de feu, magnifiques. Et voilà, beaucoup de poésie dans toutes ces observations-là. Je vais laisser la parole, je pense, à Fabrice maintenant. J'espère que ça vous aura fait rêver un petit peu, que ça nous aura apporté de plaisir à tous les voyageurs cet été. Merci pour votre attention. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Fabrice. Ah, parfait. Ah, bon, j'espère que la connexion va. Je regarde ma montre pour pas être trop long parce que j'espère que la connexion va tenir. C'est compliqué. Je t'invite à désactiver juste ta caméra, comme ça tu auras plus de chances de tenir parmi nous. Et puis, très bien. Je désactive la caméra. Voilà. Alors, je vais vous parler des chiens. Alors, des chiens de traîneau. C'est un vaste sujet qui ne semble pas l'être, mais c'est un vaste sujet et qui répond à beaucoup de questions quand on arrive au Groenland. Une des premières. Alors, première chose, c'est va-t-on voir des glaciers? Va-t-on voir de la banquise? Va-t-on voir des icebergs? Et avant même, va-t-on voir des Inuits? On a la question de va-t-on voir des chiens de traîneau? Et alors, obligatoirement, je réponds oui, on va en voir. On peut en voir quasiment partout. Dans tout le Groenland, sauf vraiment à l'extrême sud, dans le détroit du Prince Christian, là où on n'a pas de chiens, parce que pour qu'il y ait des chiens, il faut qu'il y ait suffisamment de précipitations neigeuses pour circuler, disons, dans les vallées, ce qui se passe à l'est du Groenland, du côté de Tassilak, par exemple, ou bien ou vers Sisimiut à l'ouest, ou bien pour circuler sur la banquise. Et effectivement, en deçà d'une certaine limite, il n'y a plus de banquise, de fjord. Et au-delà d'une certaine banquise, d'une certaine limite, on a de la banquise de fjord et on a de la banquise de mer. Donc, il faut monter au-delà d'une certaine latitude pour avoir de la banquise et donc pour avoir un certain nombre de chiens, enfin un nombre considérable de chiens. Alors, comment dire, les chiens, va-t-on en voir au Groenland? On en voit beaucoup, même si on en voit de moins en moins, parce que effectivement, les chiffres sont là pour témoigner un petit peu du changement culturel et du changement économique des chiens au Groenland, puisqu'il y a en 90, me semble-t-il, on était à peu près à 30 000 chiens sur l'ensemble du Groenland. Et aujourd'hui, on a été divisé par 2, on est à 14 000. Donc en fait, on a une division par 2 qui n'est pas linéaire selon les différents endroits, bien sûr. Des endroits où les chiens disparaissent plus vite que d'autres endroits. Cependant, on a quand même une division des chiens, du nombre de chiens au Groenland par 2. Alors pour plusieurs raisons, effectivement, le changement climatique, donc une banquise qui est plus tardive, plus fragile aussi, ce qui est arrivé l'an dernier. Il y avait une très bonne banquise, là où je vivais moi, à Oumanak, une très bonne banquise. On regardera sur la carte, vous pourrez être Oumanak. Il y avait une très bonne banquise, cependant, les tempêtes successives, inattendues, qui venaient du large, qui venaient du détroit de Davis, ont fractionné cette banquise.
et ont rendu l'accès à cette banquise beaucoup plus difficile. Donc, on avait une banquise de très bonne qualité. En revanche, elle s'est fracturée beaucoup plus tôt. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une sorte de désertification des villages pour plein de raisons. Désertification économique, une volonté aussi de la capitale Nuuk de recentrer les services et la population dans quelques grandes villes. Il faut être clair, au Groenland, des villes, pour nous, c'est des villages. Cependant, c'est de recentrer les populations dans quelques grands centres urbains, recentrer les services aussi. Et donc, effectivement, les populations bougent et il y a beaucoup moins de raisons d'avoir des chiens quand on habite à Nuuk, par exemple. Donc, moi, à titre personnel, je vivais à Uummannaq. Donc, Uummannaq, c'est un village qui se trouve dans le deuxième plus grand fjord du Groenland. Alors, le village ressemble à ça. Je vais vous montrer. C'était, voilà. Donc, en gros, quand c'est pris dans la banquise, voilà à quoi ça ressemble. La photo est prise depuis la banquise. C'est un village qui a à peu près 1400 habitants et il y a 2000 chiens dans ce village. Donc, on a toujours plus de chiens que d'habitants. Ça, c'est au Groenland, c'est évident. On a moins de chiens au Groenland qu'on a d'habitants, mais dans certains villages, on a plus de chiens qu'il y a d'habitants. C'est assez intéressant. Et la disproportion vient du fait qu'à Nuuk, il n'y a quasiment pas de chiens, très peu. Voilà pourquoi, globalement, il y a 20 000 habitants à Nuuk. Pourquoi il y a moins de chiens que d'habitants. Mais dès qu'on sort dans les villages, on a plus de chiens que d'habitants. Donc ça, c'est Uummannaq. Donc, Sarah l'a dit, c'est une montagne qui sort de l'eau dans un fjord gigantesque et qui est entièrement pris par la glace l'hiver jusqu'au mois d'avril, voire si on a de la chance jusqu'au mois de juin. Un village qui fait face quasiment à l'île Nancy, c'est-à-dire la calotte glaciaire polaire dont parlait Christian. Et donc, toute l'année, ce village se retrouve face à des multitudes d'icebergs. Et souvent, grands espaces va dans ce fjord. Et c'est un des plus beaux fjords du Groenland, ça sérieusement. Enfin, là, je parle, je ne suis pas tout à fait impartial. Donc, ces chiens ici, on en a à peu près, comme vous pouvez voir, la banquise. Donc, c'est une banquise qui permet d'aller chasser en hiver. Et donc, des chiens, on en a à peu près, donc je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Ils ressemblent à ça. On en a à peu près, oui, c'est ça, on a à peu près 1900-2000 chiens dans ce village. Alors, on me pose la question des chiens. Ces chiens-là, sont-ils des huskies? Ça, on me le pose souvent comme question. Des Alaskans? Eh bien non, parce qu'au Groenland, il n'y a que des Groenlandais, que des chiens groenlandais. Krimek, comme ils disent, ils appellent ça Krimek, Kemek. Il y a plusieurs façons de le prononcer. Et il n'y a que des purs Groenlandais, c'est-à-dire c'est une race qui est autochtone, qui n'a pas été mélangée avec d'autres chiens. Et c'est la race la plus primitive qu'on peut trouver dans le monde, la race la plus primitive de chiens de traîneau. Et cette race descend directement des loups arctiques. Donc en fait, souvent, on a des chiens qui sont très ressemblants aux loups polaires. Des chiens qui sont assez gros, beaucoup plus gros que des huskies. Moi, j'avais un chef de meute, Yessi, il s'appelait. C'était un grand chien jaune avec des yeux jaunes et qui faisait 60 kilos, j'en fais 65, donc on peut bien comparer la différence. Quand la première fois on a été présenté, c'était plutôt lui qui était mon maître en quelque sorte. Voilà, donc ces chiens sont utilisés aujourd'hui essentiellement pour la chasse dans les communautés. Je vais vous donner quelques noms de communautés, on pourra regarder sur la carte pour voir pourquoi ces chiens sont encore utilisés. Ils sont utilisés essentiellement pour la chasse, pour la pêche, effectivement, pour aller relever les filets de pêche qui sont laissés sous la glace en hiver, et de plus en plus pour le tourisme, comme au Svalbard. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, globalement, moi je trouve, parce que globalement, on a de plus en plus de personnes, des Danois ou des Groenlandais, qui commencent à acquérir des meutes pour les touristes. Et donc, c'est peut-être le tourisme qui va sauver les chiens de traîneau, possiblement. Donc, il faut vraiment espérer que cela se produise ainsi. Donc, les endroits où il y a le plus de chiens de traîneau, c'est Upernavik, donc c'est sur la côte ouest. Donc, c'est une ville dans laquelle nous nous arrêtons assez régulièrement avec les différents bateaux. Ilulissat, tout simplement parce que Ilulissat, voilà, on a Uummannaq, et on a Upernavik un peu au-dessous d'Uummannaq et Ilulissat qui est en dessous. Ilulissat qui est une grande ville pour le Groenland, j'entends. Et donc c'est la seconde ville où il y a le plus de chiens. Ensuite on a Uummannaq. Là on a 2000 chiens. On a Kranak, c'est tout au nord, vous voyez le petit rond jaune tout en nord. Et bien à Kranak, c'est le 4e endroit au Groenland où il y a le plus de chiens. Et il y a une survivance réellement parce qu'à Kranak, on est dans un autre monde, c'est le monde de Christian Drieu, c'est le monde des Inuits, c'est le monde
un petit peu du Groenland tel que le décrivait Jean Mallory, un petit peu. Et donc, on a encore une grande survivance de l'usage des chiens dans cet endroit-là. Et ensuite, on a Tasiilaq, et Tasiilaq, c'est sur la côte est. Et là, effectivement, on a encore beaucoup de chiens. Alors, ils sont plus utilisés, Tasiilaq, pour aller dans les vallées que pour aller sur la glace. Mais il y a encore beaucoup de chiens, voilà. Donc, ces chiens, rapidement, sont des chiens qui sont, donc, je vous l'ai dit, des chiens qui descendent des loups polaires et qui vivent en meute. Ce sont des chiens qui ne sont pas du tout territoriaux. Donc, quand vous vous promenez au Groenland, vous verrez, vous pouvez vous promener brusquement, vous retrouvez au milieu de chiens, et ces chiens ne sont pas du tout agressifs. Ils sont agressifs quand on attaque leur meute. Donc, ce sont des chiens qui sont, disons, pourrait-on dire, comme la société groenlandaise, qui sont dans une certaine horizontalité et verticalité en ce qui concerne la domination des chefs de meute. Ces chiens-là, donc, ne sont pas du tout agressifs. Ils sont habitués très jeunes à côtoyer les Inuits et les êtres humains. Donc, en fait, on leur apprend à ne pas mordre. On leur apprend, si possible, à ne pas désobéir. Donc, ce sont des chiens très conciliants, vraiment, et qui sont très, très attachants. Il ne faut pas se heurter à la façon dont les Groenlandais les traitent, avec une certaine distance, tout simplement parce que c'est le caractère groenlandais, d'être assez distant, d'être assez réservé, d'être assez observateur. Et deuxièmement, ce sont des chiens de travail. Donc, effectivement, les Groenlandais les traitent comme des chiens de travail. Donc, quand on va au Groenland, il ne faut pas être étonné de voir comment les Groenlandais peuvent s'occuper des chiens. Une autre question, me posant la question, mais où sont-ils attachés? Pourquoi sont-ils attachés sur la glace? Eh bien, tout simplement parce que les chiens groenlandais adorent le grand froid. Les chiens groenlandais, ils adorent quand il fait moins 15, moins 20, moins 30, moins 40, vous voyez. Là, on voit bien, c'est un attelage, c'est un attelage en bas de chez moi. Le mien était attaché de la même façon. On attache les chiens dans la glace et ça fait des très beaux ronds, ça fait des très belles concentrations. Et au milieu, on met le traîneau, et ce traîneau, toujours en bois très traditionnel, qui est assez large pour bien tenir sur la banquise. Ce traîneau permet de transporter justement la collecte de la pêche. Là, vous voyez, ce sont des boîtes dans lesquelles on met le poisson pour qu'on va aller pêcher sous la banquise à des fois 20, 30, 40 km. Alors, ces traîneaux, le musher, donc ce terme n'existe pas en groenlandais, ça n'existe pas, un terme musher, on trouve ça en Norvège, au Canada, mais pas au Groenland, j'allais dire au Danemark, lapsus. Le conducteur se place à l'avant et pilote les différents chiens en tirant sur les différents bouts qui attachent les chiens. Et les chiens sont attachés en éventail et non pas en ligne. Donc ça aussi, vous pourrez voir, si vous avez la chance de voir un attelage en circulation. C'est tout simplement par des questions de sécurité. Comme ça, s'il y a un trou de glace, eh bien, toute la meute ne tombe pas et des chiens peuvent eux, s'accrocher et sortir le traîneau hors de la glace. Donc voilà, c'est une expérience assez intéressante et très éprouvante quand il fait froid, mais passionnante et assez enivrante que d'être sur un traîneau. Et donc, si vous avez l'occasion d'y aller, Grands Espaces organise des voyages avec les traîneaux. Eh bien, je vous recommande vraiment d'y aller parce que c'est une expérience totalement unique. Sur la glace, ça n'a rien à voir avec la neige. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Donc voilà, moi, je me tiens à vos dispositions. Si vous avez des questions sur le chien du Groenland, sur la façon de faire et sur la place de ce chien dans le Groenland de demain, je vous remercie. Merci Fabrice. Il y avait une petite question. Je pense que c'était quand on avait la photo, là, quand ils sont allongés sur la banquise. Ils sont très calmes. Pourquoi? En fait, ils se reposent ou comment ils sont quand oui, alors ce qui se passe, c'est voilà, quand c'est l'hiver comme là. Alors là, c'est seulement l'hiver tant que la banquise dure. Quand la banquise fond, on les ramène à terre. Là, c'est quand la période hivernale, les chiens courent énormément. En fait, ce sont des chiens qui ont besoin de beaucoup travailler, donc 20 km par jour, 30 km par jour. Un bon attelage de 12 chiens, ça fait 100 km dans une journée. Voilà, faut le savoir. Ça peut faire 100 km. Parce que, en fait, globalement, la banquise est assez linéaire, c'est assez facile. Alors, ils ne s'agitent pas parce qu'ils sont fatigués, tout simplement. En général, ce n'est pas l'heure du repas et ils sont fatigués. Donc, ils adorent, ils sont dans la glace, ils ne bougent pas, ils attendent le maître et ils attendent la sortie. Et quand on arrive avec les harnais, là, c'est autre chose. Là, il y a une agitation, une cacophonie, c'est assez intéressant. Alors, souvent, les chiens s'animent beaucoup plus la nuit parce que les meutes communiquent entre elles. D'ailleurs, à l'oreille, on reconnaît sa propre meute. Et ils communiquent entre eux, ils s'agitent, etc. Là, il se trouve que c'était une photo que j'ai prise en journée, donc ils étaient plutôt tranquilles.
Super. Bah, merci beaucoup, Fabrice, pour toutes ces précisions Compris. passionnantes. Du coup, alors j'ai quelques questions. J'ai plus de questions, je crois. Alors, en tout cas, sachez que vous pouvez découvrir tous nos voyages sur l'ouest du Groenland, aussi bien comme sur l'est du Groenland. On a fait un webinaire sur cette thématique-là la semaine dernière. Vous avez toutes les informations à la fois sur notre site internet, je viens de vous mettre le lien sur le chat, mais aussi sur nos brochures que vous pouvez commander sur le site internet ou que peut-être vous avez déjà reçues chez vous. J'en profite aussi pour mettre un petit mot sur les bouquins, notamment de Christian Kempf, avec notamment ce livre sur les cathédrales en péril. Je ne sais pas si Christian, tu veux peut-être les présenter ou j'en parle rapidement. Mais en tout cas, voilà, ce premier bouquin sur les cathédrales en péril, donc, qui a été écrit en 2006, qui est déjà à l'époque mettait en avant le réchauffement climatique avec le fait qu'il y avait de plus en plus d'icebergs qui venaient descendre de ces calottes de glace. Et puis ensuite, le maxi-guide, on a 3 maxi-guides, 4 maxi-guides même, avec les ours, la banquise, les aurores boréales et donc les icebergs, et qui est un livre vraiment, si vous voulez vraiment apprendre comment fonctionnent les icebergs, d'où ils viennent, d'où ils proviennent, les variations de couleurs, le bleu, la répartition entre ce qu'on voit immergé et ce qu'on voit au-dessus de l'eau. Enfin, voilà, tout un tas d'informations sur les icebergs pour vraiment tout savoir dessus. Je vous invite à récupérer ce bouquin. Ces livres-là, vous les trouverez sur notre site internet. Vous verrez tout en haut, il y a un petit du menu, il y a un petit bouton qui est pour accéder à la librairie Grands Espaces avec tous nos conseils livres, avec notamment ces livres-là. Je vous envoie juste un petit lien directement si vous voulez aller y jeter un œil. Et donc, n'hésitez surtout pas. Ces bouquins c'est ce qu'on recommande aussi généralement quand on prépare un voyage polaire. Intéressant. Je vous partage le lien. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc oui, ces livres, on les retrouve sur le site. Donc sur le menu tout en haut, vous avez la librairie polaire. Donc voilà, vous pouvez les retrouver dessus. N'hésitez pas après, sinon, à demander aussi, à appeler au bureau, ou envoyer par un email. Et puis on saura aussi vous indiquer où trouver cette littérature pour préparer éventuellement votre prochain voyage. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, Christian, est-ce que tu veux ajouter un petit mot peut-être à la fin? Oui, on peut toujours ajouter un petit mot. Enfin, bon, d'abord, c'est le bonheur d'entendre moi-même parler de chiens de traîneau, d'entendre Sarah parler de ces lieux, parce que pour moi, évidemment, j'ai connu toutes ces régions. Oui, tu l'as dit, Mathieu, maintenant ça fait plus de 50 ans, en expédition. Donc, j'ai mon approche. Mais mon bonheur réel, c'est de partager. Et je fais ça pour 2 raisons. D'abord, il y a peut-être des raisons purement humaines. Hein, ça, je n'en sais rien. Pourquoi on est instituteur, pourquoi on est professeur, pourquoi on a envie de partager, ça, c'est une chose. Mais il y a aussi des aspects d'environnement et je ne cesserai de le dire. Si j'ai décidé avec quelques amis d'expédition il y a 25 ans de fonder Grands Espaces, c'est parce qu'on se rendait compte que les régions polaires sont malheureusement durement touchées. Globalement, les régions polaires sont réchauffées de 3,1 degrés depuis, alors que la Terre s'est réchauffée de 0,5 degrés, je dirais, seulement. Et toutes les décennies, on observe un réchauffement plus important. Alors, par rapport à ça, comprenez aussi bien notre philosophie, qui est évidemment une compensation totale, qui est le fait d'être petit bateau et de rester petit par rapport à l'environnement, mais aussi par rapport aux communautés locales. Quand on débarque à 200 dans une communauté de 60 personnes, ça va pas, quoi. Je veux dire, non, il faut beaucoup de respect. Et puis, enfin, la recherche, et on aura l'occasion, j'en suis sûr d'en parler, la recherche de bateaux où, mais ça, je dévoile un bout de petit ongle de ce dont on va parler l'an prochain, avoir des bateaux où il y aura moins d'émissions de CO2 que si vous restez à la maison. Mais ça, on tourne déjà les pages, mais simplement pour vous dire que on peut tout à fait marier la passion d'horizon, la passion des glaces, avec un respect très profond de l'environnement, et c'est notre teinte, c'est notre griffe, j'ose même pas dire que c'est notre trace, car on va dans ces régions justement pour ne laisser aucune trace, mais pour s'en imprégner, pour s'en imbiber et pour communiquer ensuite. Merci beaucoup, Christian.
pour cette conclusion, on va dire, sur ce webinaire. Donc, on va terminer cette nouvelle webconférence, cette conférence en ligne. À nouveau, on vous remercie beaucoup de votre présence ce soir avec nous. Sachez qu'on aura d'autres webconférences, donc d'autres conférences en ligne. C'est vraiment un format qu'on souhaite développer encore. Comme l'a dit Christian, on va aborder aussi bien d'autres thématiques. Il y a bien d'autres choses à parler. On a parlé un petit peu des chiens de traîneau. C'est une conférence qui pourrait être à part entière, comme les icebergs, la banquise, la glace, etc. Il y a tout un tas de thématiques. Donc, on va continuer à vous parler de nos voyages, de nos destinations, mais aussi voilà, parler un petit peu plus d'aspects un peu plus pointus qui nous passionnent tant. Très bientôt, donc, une nouvelle conférence sur l'Amazonie aussi. Et puis, voilà, après, venez, n'hésitez pas à nous rencontrer aussi. On a régulièrement des rencontres physiques. Donc, on va être à Paris la semaine prochaine, à Bordeaux aussi, puis avec les salons. Donc, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. C'est toujours un plaisir. Donc voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À très bientôt. Et merci encore de votre présence ce soir avec nous. Merci.